Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je fais la coupe. On va parler de plusieurs choses. On est dans le thème 3, comment les ménages affectent-ils leurs revenus, et on va parler dans cette vidéo de pouvoir d'achat et de structure de consommation des ménages. Normalement, c'est deux chapitres qui sont distincts, mais franchement, je trouve qu'ils sont très courts. Et du coup, on peut considérer que c'est le chapitre 8 et 9. Mais moi, j'ai décidé de faire ça en un coup parce que tu vas voir, ça va aller très très vite. Et tu vas voir que, encore une fois, des choses vraiment faciles à comprendre. Ouh là là, c'est moche comme ça. On va le mettre comme ça. Avant de commencer, s'il te plaît, tu connais les pratiques d'usage. Portable, mode avion, copain dans le placard, il n'y a personne avec toi, ok? Pas de stimuli, t'es pas sur TikTok en même temps, t'es avec moi, tu vas m'écouter et tu verras que si t'es concentré, ça va bien se passer. Si ça t'a plu, un petit commentaire, un petit j'aime, un petit abonnement. Si ça peut aider les camarades, tu fais tourner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, franchement, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre, mais t'hésites pas, tu vois, peut-être que quelqu'un d'autre va te répondre. Et puis voilà, il y a plein de vidéos. De toute façon, je vais faire tout le programme. Et puis, j'espère que ça t'aidera parce que c'est vraiment l'objectif. Ok, on va parler de pouvoir d'achat ensemble. Mais avant ça, je vais te présenter un concept très facile. Tu sais, il y a l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national de statistique et d'études économiques qui calcule l'IPC. L'IPC, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice des prix à la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'INSEE, en fait, si tu veux, pour calculer l'IPC, l'indice des prix à la consommation, c'est pour connaître le niveau des prix dans une économie. D'accord? À peu près, quel est le niveau des prix des biens et des services dans une économie. Donc, ce qu'ils vont faire pour ça, c'est qu'ils vont prendre une sorte de panier, en fait, un éventail de tout type de produits, tu vois, les produits les plus consommés, on va dire, et ils vont analyser des commerces pendant des mois. Et ils vont voir sur chacun de ces produits si, au fil des mois, le prix, il augmente ou il baisse, d'accord, pour voir l'évolution des prix. Donc ça, c'est l'INSEE qui fait ça et ça permet de calculer l'indice des prix à la consommation. Et du coup, ça va permettre de savoir si les prix évoluent et comment ils évoluent au fil du temps, ok? Il faut que tu comprennes ça. Pourquoi? Parce que maintenant que je t'ai expliqué ça, je peux te parler du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la quantité de biens et de services qu'un ménage peut consommer avec l'argent qu'il a, d'accord? Donc, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de biens et de services qu'un ménage, un individu, peut consommer avec l'argent qu'il possède ou dont il dispose, peu importe, qu'il possède. Ok? Donc ça, on appelle ça le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, en gros, c'est, comme son nom l'indique, c'est tout ce que je vais pouvoir acheter. Pouvoir, ça vient du latin posséder, c'est la possibilité. Tout ce que je peux acheter avec l'argent que je possède. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Ok? Et du coup, ce pouvoir d'achat, il va être influencé par deux choses. À ton avis, il va être influencé par quoi? La première chose, forcément, c'est le revenu disponible. Le revenu disponible, bien évidemment. Je te rappelle, le revenu disponible, si tu ne sais pas ce que c'est, il y a une petite vidéo ici, tu regarderas. Mais le revenu disponible des ménages, bien évidemment, ça va influencer son pouvoir d'achat. Et le deuxième élément, je te laisse le deviner, c'est ce qu'on appelle le niveau des prix. Et le niveau des prix, comment il est mesuré? Il est mesuré grâce à l'IPC dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont ces deux choses-là qui vont avoir une influence sur le pouvoir d'achat. Bien évidemment, comment on appelle une hausse généralisée? Imagine que là, tu as une hausse généralisée du niveau des prix, c'est-à-dire que les prix augmentent tous de manière généralisée. Comment on appelle ça? On appelle ça l'inflation, bien évidemment. Ok, tu connais ce terme, je te le donne si tu ne le connais pas, c'est pas grave si tu ne le connais pas. Mais une hausse généralisée du niveau des prix, c'est-à-dire tous les prix qui vont augmenter, pour faire simple, on va appeler ça l'inflation, d'accord? Donc, ici, on a vu que le pouvoir d'achat, il était influencé par deux choses. Il est influencé par le revenu disponible et également par le niveau des prix. Et c'est logique quand on y pense. Imagine que ton salaire, il soit stable. Ok, ton salarié est stable. Donc, mon salarié est stable, mais
Donc le revenu disponible ici, il est stable, ok. Mais les prix augmentent. Les prix augmentent. Bah, bien évidemment, ton pouvoir d'achat va baisser, c'est logique, ok. Si par contre, le salaire est stable, mais que les prix baissent, et ben là, bien évidemment, tu vas pouvoir acheter plus de choses avec ton revenu, et donc, le pouvoir d'achat augmente. Ça va de soi, ok. On peut même faire le raisonnement inverse, hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, les prix sont stables, mais ton salaire augmente. Bah forcément, puisque les prix sont les mêmes et ton salaire augmente, ton pouvoir d'achat augmente également. Ça va de soi, ok. Et par contre, si les prix sont stables, mais que ton salaire baisse, alors le pouvoir d'achat, bah, bien évidemment, les prix sont les mêmes, mais j'ai moins de revenus, forcément, ton pouvoir d'achat va baisser. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit raisonnement, hein, à la marge, mais voilà ce que je devais dire sur le pouvoir d'achat, d'accord. Donc, tu retiens que le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services qu'un ménage peut consommer, hein, d'accord. Et il est, comment dirais-je, influencé par ton revenu et par le niveau des prix, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE. Ok. Également, on va parler maintenant de la structure de consommation des ménages. La structure de consommation des ménages. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, la structure, c'est la répartition des dépenses. C'est la répartition des dépenses d'un ménage, d'accord. C'est-à-dire que les ménages, répartition, hop, des dépenses d'un ménage. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, je sais pas moi, je ne vais pas dire tous les ménages, mais dans les ménages, tu as plusieurs types de dépenses. Par exemple, tu as l'alimentation. Tu as, je ne sais pas moi, par exemple, le logement. Tu as les habits. Tu as, je ne sais pas moi, on va dire les loisirs. Tu as, je ne sais pas moi, les sorties en famille, etc., etc. En fait, la structure de consommation, elle nous permet de comprendre comment sont réparties les dépenses d'un ménage. Et en fait, chaque partie, si tu veux, chaque domaine dans lequel le ménage va dépenser, on appelle ça un poste de consommation. D'accord? Donc les postes de consommation, tu en as plein. Tu as l'alimentation, tu as le transport, si jamais, je sais pas moi, on doit payer la voiture, l'essence, etc. Tu as les loisirs, tu as le logement, etc., etc. Donc on appelle ça un poste de consommation. Et en fait, la structure de consommation permet de savoir comment sont réparties les dépenses de consommation d'un ménage. Ok. Donc voilà, en gros, ce qu'on appelle la structure de consommation. Et pour comprendre la structure de consommation, on va analyser on va calculer ce qu'on appelle les coefficients budgétaire. Alors, le coefficient budgétaire, c'est quoi? Ça représente la part, c'est une part, donc c'est un pourcentage, hein, des dépenses consacrées à un bien ou un service dans les dépenses de consommation totale. Je t'explique ça tout de suite. Donc, cette définition-là, de coefficient budgétaire, elle nous permet de comprendre la part d'un poste de consommation, d'accord? C'est la part, tout simplement, d'un poste de consommation. On va faire plus simple, dans les dépenses de consommation totale. En gros, je vais te donner un exemple très concret. Imagine, ma consommation totale, c'est 500 €. D'accord? On va faire quelque chose de très simple. 500 €. Et dans les 500 €, les loisirs, ça représente 100 €. Les loisirs, ça représente 100 €. OK? Eh bien, on va se poser la question, quelle est la part, quel est le pourcentage des loisirs dans ma consommation totale? Et on appelle ça le coefficient budgétaire. En gros, le coefficient budgétaire, ça permet d'analyser les parts des postes de consommation dans ma consommation totale. OK? Le ménage, il consomme de l'alimentation, il consomme du transport, il consomme des loisirs, il consomme des logements, etc. etc. Et l'idée, c'est de se poser la question, quelle est la part de chacun? Et pour ça, on calcule les
coefficient budgétaire. Et donc, je vais faire le calcul. Donc ici, le coefficient budgétaire des loisirs. Donc, le coefficient budgétaire des loisirs. Donc, c'est égal à... Donc, la formule, je te la donne avant de commencer. Donc, en gros, c'est les dépenses d'un poste de consommation divisé par les dépenses de consommation, les dépenses totales de consommation. Donc la formule, tu l'as ici, d'accord? Donc, ouais. Bon, c'est pareil. La formule, tu l'as ici, d'accord? Donc en gros, un poste de consommation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un domaine dans lequel je vais consommer. L'alimentation, le transport, les loisirs, etc. Pour calculer mon coefficient budgétaire, je vais prendre le poste de consommation, l'alimentation, le loisir par exemple, et je vais le diviser par les dépenses totales de consommation. Alors dans notre exemple, ici, si je veux calculer le coefficient budgétaire des loisirs, donc on est ici. Loisirs, c'est 100 €, d'accord? Donc dépenses d'un poste de consommation, là j'ai le poste de consommation des loisirs, donc j'ai 100 €, ok? Divisé par dépenses totales de consommation. Dépenses totales de consommation, là, c'est 500 €. Divisé par 500 €. Donc, c'est égal à 0,2 multiplié par 100. Et donc, ça représente 20%. Et en gros, la part de mon poste de consommation, loisir, est égale à 20% des dépenses totales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes loisirs représentent 20% de mes dépenses de consommation totale. Voilà ce que ça veut dire. Et on appelle ça un coefficient budgétaire. Je te mets ici en bleu la formule à retenir. Rien de compliqué, d'accord? C'est la dépense d'un poste de consommation divisé par les dépenses totales de consommation. Ok, là, je t'ai donné un exemple. Si tu as besoin, tu remets pause et tu revois ça, d'accord? Et puis bah, tu verras que c'est finalement pas compliqué à comprendre, d'accord? C'est simplement de nouveaux termes, ok? Là, on a plusieurs termes quand même. On a structure de consommation, donc c'est quoi les différentes parties que j'ai dans mes consommations? Un poste de consommation, c'est un domaine dans lequel je vais consommer, d'accord? Et pour ça, on a le coefficient budgétaire, c'est la part, c'est un pourcentage d'un poste de consommation dans mes dépenses totales. Et donc, tu as la formule ici, ok? Maintenant que c'est dit, on peut passer à un autre point qui est important. C'est que, je vais mettre ça en mode avion, comme ça on ne va pas me déranger, ça aurait dû être fait avant, tu vois, je te dis de le faire et moi j'oublie. C'est que la consommation, les dépenses de consommation, elles peuvent être analysées de deux manières. Soit en volume, ou soit en valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a deux manières d'analyser la consommation. Le premier, c'est en volume et le deuxième, c'est en valeur. Tu sais, les prix des biens, ils évoluent au fil des ans. Je te donne un exemple concret, le beurre. Le beurre, l'année dernière, ça coûtait, allez, je vais dire 1,50 € la plaquette. Aujourd'hui, ça coûte 3 €. C'est-à-dire que ça a augmenté. Ça a augmenté 2 fois plus. Tu vois, avant, avec 3 €, tu achetais 2 plaquettes de beurre. Aujourd'hui, avec 3 €, tu achètes une plaquette de beurre. Donc, ça a pris... ça a augmenté tu vois, du double. Ok? Et donc, on peut se poser la question de, finalement, un ménage qui va utiliser du beurre, qui va consommer du beurre, il va consommer combien de plaques de beurre au mois? On va se dire qu'il prend une plaque de beurre par mois. Un ménage consomme une plaquette de beurre par mois. Ok? Donc, l'année dernière, cette plaquette de beurre, elle valait 1,50 €. Et cette année, elle vaut 3 €. OK? Alors, la consommation en valeur, qu'est-ce que c'est? C'est à partir des prix des biens dans leur année d'études. Par exemple, si je veux analyser la consommation cette année de la plaque de beurre, cette année,
chaque mois, on va prendre par exemple le mois de janvier, peu importe, le ménage a consommé une plaquette de beurre. Donc en valeur, il a consommé pour 3 € de plaquettes de beurre. Et l'année dernière, il a consommé par mois pour 1,50 € de plaquettes de beurre. Mais tu es d'accord avec moi qu'il a consommé une plaquette de beurre? Et ben, tu vois, la différence entre la valeur et le volume, c'est ça. La valeur, on va s'attarder sur le prix et en fait, on va analyser la consommation en fonction du prix du bien au moment de l'analyse. Alors que pour l'analyse en volume, on va prendre un prix de référence. Et le prix de référence, ça sera par exemple le prix où elle valait 1,50 €. Et du coup, on va analyser les choses en volume. Ça veut dire qu'on ne va pas tenir compte de l'évolution des prix. On va dire simplement que l'an passé et cette année, un ménage a consommé une plaquette de beurre. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte l'évolution du prix. On va simplement prendre un prix de référence, c'est-à-dire celui de l'année dernière, d'accord? Et on ne va pas se poser la question de savoir si les prix ont augmenté ou non. Donc la consommation, elle peut être analysée comme ça. Soit je la calcule, soit je l'analyse en valeur, et de ce fait-là, là, on a une augmentation finalement d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que l'année dernière, les ménages consommaient 1,50 € de beurre par mois. Cette année, ils consomment 3 € de beurre. Donc, ça a augmenté. Ça représente plus d'argent. Ça représente plus de valeur. Par contre, je peux aussi prendre une année de référence. Là, on a pris l'année dernière. Et calculer ça en volume, c'est-à-dire ne pas considérer les évolutions des prix. Et donc, on peut dire que l'année dernière et cette année, un ménage a consommé une plaquette de beurre. Et donc là, on analyse la consommation sans prendre en compte l'évolution des prix. D'accord? Et donc, on peut dire que lorsque un ménage augmente sa consommation, les dépenses de consommation, cela peut venir soit d'une augmentation des prix, parce que là, même si elle a consommé qu'une plaquette, la plaquette a augmenté, donc ça a haussé sa consommation parce que les prix ont augmenté. Ou alors, tout simplement, ça peut venir également soit une augmentation des dépenses de consommation. C'est-à-dire qu'elle se dit, je vais plus consommer de ce produit-là. D'accord? Donc, un ménage, il peut augmenter sa consommation de deux manières. Soit le prix va augmenter, d'accord? Soit le prix va augmenter, c'est le cas ici lorsque le beurre passe de 1,50 € à 3 €, ou alors il décide de consommer plus de beurre. Le beurre reste à 1,50 €, mais je ne vais pas consommer une plaquette, je vais en consommer 2 par mois. Et donc ça peut venir de l'augmentation des dépenses de consommation. Ok? Donc voilà en gros pour ce qu'on appelle la consommation en volume et en valeur. Je te répète rapidement. En volume, on ne prend pas en compte l'évolution des prix. On prend un prix de référence sur une année et on regarde la consommation au fil des années. Et par contre, en valeur, là, on va voir l'évolution des prix. Je t'ai donné l'exemple du beurre, d'accord? Et du coup, on a vu que le beurre avait augmenté d'une année sur l'autre. Donc, en valeur, ça avait augmenté puisque le ménage a davantage dépensé pour la consommation du beurre. Par contre, en volume, elle est restée stable parce qu'elle a consommé une seule plaquette. Okay? Et donc, un ménage, il augmente sa consommation pour deux causes. Soit les prix ont augmenté, c'est le cas dans l'exemple que je t'ai donné, soit les dépenses de consommation ont augmenté. Si elle avait consommé plus de beurre, ça aurait été le cas également. Ok? Donc voilà pour les prix en valeur et les prix en volume. Et maintenant, la consommation en valeur et en volume. Et maintenant, on va voir la dernière chose par rapport à ce chapitre. C'est ce qu'on appelle les prix relatifs comparés. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais te donner un exemple très simple pour comprendre ça. Les prix relatifs comparés, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de comparer les prix entre eux. Par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais une pizza,
vaut 2 tiramisu. Voilà. Une pizza vaut 2 tiramisu, c'est-à-dire que je vais comparer le prix des pizzas avec le prix d'un autre bien. D'accord? Donc, pour faire simple, la définition, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de comparer, c'est le prix relatif d'un bien A par rapport au prix d'un autre bien, un bien B, d'accord? Donc voilà, en gros, c'est je vais comparer le prix d'un bien par rapport au prix d'un autre bien. Je vais acheter une Ferrari, ben, si j'achète une Ferrari, c'est comme si j'achetais 1000 Twingo. Je dis vraiment n'importe quoi, mais tu as compris là où je voulais en venir. Donc on appelle ça les prix comparés, en fait, les prix relatifs comparés. Et en gros, l'idée c'est quoi? C'est que on s'est rendu compte que au fil du temps, depuis les années 60, en fait, les prix relatifs avaient connu une évolution. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que les prix d'un bien par rapport au prix des autres biens avaient évolué et du coup, ça change complètement la structure de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'époque, en fait, si tu veux, il y a certains biens qui coûtaient beaucoup plus cher et que aujourd'hui, l'industrialisation a baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'industrie, il y a des prix de biens qui ont vraiment baissé par rapport à avant. Et on s'est rendu compte, en fait, au fil du temps, que la part des services a augmenté par rapport aux produits industriels. C'est-à-dire que sur le long terme, on s'est rendu compte que la part des services, les prix relatifs des services avaient fortement augmenté par rapport aux produits, aux produits industriels. Donc, les prix relatifs des services ont augmenté par rapport aux prix des produits industriels. Et je te donne un exemple très concret pour ça. Tu vois, avant, par exemple, l'alimentation, ça coûtait, même si ça a augmenté récemment, mais l'alimentation, avant, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Et en fait, le logement aujourd'hui, actuellement, il a fortement monté aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les dépenses budgétaires, le logement, le transport, il pèse beaucoup plus lourd que par exemple l'alimentation ou l'habillement. Et en fait, ici, on a des biens. Ici, on a des biens. Je te viens de mettre des couleurs. Hop. Et ici, on a des services. Je vais te le mettre en vert. Et ici, on a des services. Oh, ce vert dégueulasse. Oh, c'est pas beau. Bref, passons. Le plus important, c'est que tu comprennes. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le long terme, les prix relatifs des services ont augmenté, par rapport au prix des biens, des produits industriels. Et ça, c'est dû à l'industrialisation notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, la part des dépenses sur le logement et les transports sont beaucoup plus importantes dans les dépenses que l'alimentation et les habits. Et il suffit de voir le prix des logements aujourd'hui pour se rendre compte que c'est vrai. Le prix de l'essence également, pour se rendre compte que c'est vrai. Donc lorsqu'on compare par rapport aux années 60 et même les années 50 et aujourd'hui, on se rend compte que le logement a pris une part beaucoup plus importante dans les dépenses que les biens. Et donc les prix relatifs ont augmenté. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, avant pour avoir un loyer, vraiment c'est un exemple pour que tu comprennes, mais un loyer, vraiment je dis un loyer valait avant, un loyer valait, je sais pas, par exemple je vais dire, je dis vraiment au hasard, 10 pantalons, mais vraiment au hasard, hein, d'accord? Alors qu'aujourd'hui un loyer vaut, je sais pas, par exemple 150 pantalons. Donc on voit que le prix, Lorraine, non, un loyer. On voit que le prix relatif, le prix d'un loyer, on a besoin de beaucoup plus de pantalons pour égaler le prix d'un loyer. Bah, les prix relatifs, c'est ça en fait. C'est le prix d'un bien
comparé au prix d'un autre bien. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je te dis par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, une pizza vaut 3 tiramisu. Bah là c'est pareil. Un loyer avant il valait 10 pantalons alors que qu'il y a un bien, hein. Donc ici c'est un service. Et là ici un pantalon, bah c'est un bien. Et donc on s'est rendu compte que maintenant le prix relatif des services a fortement augmenté comparé au prix des biens. Et donc il faut beaucoup plus de pantalons, de biens pour payer un loyer. Et donc sur le long terme, on a réalisé ceci, que le prix relatif d'un bien par rapport au prix d'un autre bien a fortement augmenté. Ok ? Donc voilà pour les prix relatifs comparés. On récapitule, on a vu ensemble le pouvoir d'achat et l'indice des prix à la consommation. On a vu également le terme de l'inflation. On a vu les facteurs qui vont influencer le pouvoir d'achat. On a parlé de structure de consommation, de postes de consommation et de coefficients budgétaires. On a parlé de la consommation en volume et en valeur. Et également, on a fini par les prix relatifs comparés. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Si ça t'a fait plaisir, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un j'aime et à t'abonner et à faire tourner à tes camarades de classe. Si tu as une évaluation, j'espère que ça va bien se passer. Si c'est le bac bientôt, force à toi. Je suis de tout cœur avec toi et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup pour ton attention. Bye bye.